Alors maintenant, les idées reçues. Alors, quelques idées reçues. Première idée reçue, c'est qu'il faut taxer les robots pour protéger l'emploi. Mais dans le chapitre 3 du livre, on montre en fait que les entreprises qui automatisent créent des emplois. Et même les usines qui automatisent créent des emplois. Alors, vous pensez que c'est quand même paradoxal, parce que les robots ou d'autres, il n'y a pas que les robots qui automatisent, eh bien, elles devraient réduire l'emploi puisqu'elles suppriment. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui automatisent deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, elles peuvent baisser leurs prix. Vous voyez, ça, c'est les prix à l'exportation. C'est les prix corrigés pour la qualité. C'est le rapport prix sur qualité qui baisse. Comme elles ont un prix divisé par qualité qui baisse, eh bien, évidemment, leur marché mondial augmente. Et donc, ce que j'appelle sales, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de ces entreprises augmente. Et elles ont une demande plus grande pour leurs produits, donc elles embauchent plus. Vous comprenez? Cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait l'énigme pourquoi aucune des grandes révolutions avait produit du chômage de masse. Mais c'est parce qu'il y a cet effet de productivité. C'est qu'à chaque fois, ils ont permis d'embaucher à grande échelle. Parce que l'effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. D'accord? Donc, taxer les robots, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si vous taxez les robots, vous taxez l'innovation et donc, vous découragez les entreprises d'innover et donc de devenir plus productives et donc d'embaucher davantage. Vous tirez une balle dans le pied. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première idée reçue qui n'est pas bonne. L'autre, c'est que l'impôt est le seul levier pour rendre la croissance plus inclusive. Mais ça, on a déjà répondu à cette question, parce que je vous ai dit, non, ce n'est pas le seul levier. La politique de concurrence, mais ça, je vais revenir là-dessus. La politique de concurrence, c'est aussi un autre levier. Je vais parler tout à l'heure de l'éducation. C'est un autre levier. On en parle dans le chapitre 10, notamment d'éducation. Très important. D'accord? Le financement des campagnes politiques, c'est un autre levier. Donc, il y a l'impôt, mais il n'y a pas que l'impôt. D'accord? Troisième idée reçue, le protectionnisme est la façon de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur, c'est-à-dire les guerres commerciales. Mais regardez, là, ça, on en parle dans le chapitre 13 du livre. Et dans le chapitre 13 sur la mondialisation, on voit, regardez, ça, c'est les produits Covid. Donc, c'est quand il y a eu le COVID, quand il a commencé le Covid en 2020, moi, je l'ai attrapé très tôt. Donc, quand j'ai fait ça, j'avais mal à la tête. Mais je ne savais pas que j'avais le Covid. Je l'ai eu de faible. Je n'ai pas eu, donc j'ai juste su 3 mois après, vraiment, que j'ai pour ça que je l'avais. Mais, et on a regardé avec Eli Cohen et des collègues du CEPI quels étaient les exports et imports en produits, en masques, respirateurs et principes actifs pour les tests. France versus Allemagne. Et vous voyez que les exports, c'est les courbes avec des triangles, et les imports, c'est les courbes avec les petits ronds. Le noir, c'est l'Allemagne, le gris, c'est la France. Vous voyez que 2002, l'Allemagne est un peu mieux que nous, mais pratiquement comme nous. Et regardez maintenant l'Allemagne, ils sont bien meilleurs que nous. Ils exportent beaucoup de ces produits, donc c'est ça, mais ils en importent aussi beaucoup. Et en fait, ils ont quand même un surplus de 20 milliards d'euros. Nous, regardez, on a stagné, parce qu'on a en fait tout délocalisé. Alors, on a été regarder d'autres industries et on a vu que partout, on avait. Alors le problème, c'est que, en fait, c'est parce qu'en innovation, on a perdu. Vous voyez, dans les technologies médicales et pharmaceutiques, eh bien, on était là, ça, c'est la frontière technologique. Nous étions parmi les meilleurs innovants en termes de brevets triadiques. On regarde les bons brevets. Les brevets triadiques, c'est les brevets qui sont homologués par l'Office européen des brevets, l'Office américain des brevets, l'Office japonais. Donc là, quand un truc est dans 3, c'est que c'est les bons brevets, c'est les brevets importants. Si je regarde les brevets triadiques, ben la France est tout près on était là, tout près de la frontière. Et regardez, on s'est détérioré depuis les années 95. Et c'est malheureusement vrai dans tous les domaines, sauf le nucléaire et l'aéronautique. Et alors, ça sera intéressant de comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, malheureusement, au début des années 90, avant, quand on regardait de la compétitivité, on faisait de la dévaluation. Avec l'euro, on ne pouvait plus. Alors, on pouvait faire que des dévaluations, mais que font les Allemands? Ils font les réformes Hartz, qui est une manière de devenir plus productif, enfin, plus compétitif. Nous, on fait les 35 heures, qui était absolument un désastre. Je viens vous dire que c'était une des réformes les plus bêtes du monde. Alors, voilà. Vraiment bêtement fait, quoi. Par des gens que j'aime beaucoup. Je peux le dire d'autant plus. Mais quand on connaît que des copains font des conneries, il faut le dire, quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises françaises ont délocalisé à fond. Et la France est désindustrialisée de manière excessive. Et donc, vous voyez, donc la France, si vous voulez, voilà. Alors, je reviens à mon débat sur le protectionnisme. Est-ce qu'il faut que la France réponde par le protectionnisme? Non.
Parce que si vous mettez des barrières douanières, vous augmentez à mort vos tarifs, etc., contre les Chinois ou d'autres, eh bien, ces pays-là vont évidemment, ils vont répliquer, évidemment, ils vont passer, et ils vont vous fermer les marchés à l'exportation. Si vous fermez des marchés à l'exportation, ça va réduire votre incitation à innover. Hein, quand je parlais tout à l'heure des robots, quand j'automatise, j'augmente mes marchés à l'exportation, et c'est pour ça que j'emploie. Si on vous ferme des marchés à l'exportation, ça veut dire que ça réduit la taille des rentes que vous pouvez faire avec l'innovation. Et donc, ça réduit votre incitation à innover. Et donc, votre capacité à prendre le contrôle de chaîne de valeur. Donc, ce n'est pas la bonne politique, les guerres commerciales, parce que vous tirez une balle dans le pied. Vous réduisez, parce que comme le pays destinataire ils vont répliquer, retaliation, comme on dit en anglais, il va vous fermer des marchés d'exportation, ce qui va réduire vos incitations à innover et donc réduire finalement votre capacité à reprendre le contrôle des chaînes de valeur. Donc, c'est la vraie manière de reconquérir les chaînes de valeur, c'est d'industrialiser par l'innovation. Et c'est un peu 2030, mais il faut réindustrialiser en innovant et en reprenant la chaîne d'innovation. Et je dirais tout à l'heure qu'on n'est pas bon pour l'innovation en France. Et ça, c'est la meilleure manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fois des tarifs ou des menaces de tarifs contre des pays pas vertueux. Par exemple, il y a des pays qui se transforment en paradis polluants. Ça, il ne faut pas faire dans des paradis de pollution. Par exemple, il y a des entreprises multinationales qui vont produire dans des pays polluants et après réimportent les produits en France. Il faut décourager ça. Donc, les taxes carbone aux frontières ou la menace de taxes carbone aux frontières peut traiter de ce problème. Donc, dans ces cas-là, on peut considérer l'usage des tarifs pour décourager des comportements de ce genre. Dumping fiscal ou dumping environnemental. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième raison. Le protectionnisme n'est pas la bonne façon de conquérir la chaîne de valeur. La bonne façon, c'est la réindustrialisation par l'innovation. C'est reprendre le contrôle des chaînes de valeur par l'innovation, en devenant plus productif que les autres. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Vous savez que les Allemands sont très bons. Ils ont innové et investi. Beaucoup plus que nous. Ils ont un écosystème d'innovation bien supérieur au nôtre. J'en reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et alors, la dernière idée reçue, c'est que la décroissance, c'est la seule solution face au changement climatique. Alors là, évidemment, j'aurais dû mettre le diagramme. C'est vrai que quand vous regardez, je vous ai montré tout à l'heure le décollage industriel. Si vous regardez les augmentations de température, ça coïncide exactement avec le décollage industriel. C'est au moment du décollage industriel que la température s'est augmentée. Donc, ils ont raison d'une certaine manière, les partisans de la décroissance, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la source de l'augmentation de température, ça a été la croissance. C'est le décollage de la croissance qui fait décoller la température. Mais est-ce qu'on va revenir à avant 1820? C'est une folie. Bon. Et puis, et je vais vous donner un exemple encore. C'est-à-dire qu'il y a eu une expérience naturelle. On a l'expérience naturelle est la suivante. En France, il y a eu le premier confinement entre mars et juin 2020. Le PIB a baissé de 35%. Les émissions de CO2 ont baissé de 8%. Ça veut dire qu'en gros, si on faisait la voie de la décroissance, il faudrait se mettre en premier confinement permanent. Mais je ne pense pas que vous gardiez un très bon souvenir du premier confinement. On est tous devenus un peu dingos, non? Vous n'êtes pas devenu un peu dingue, vous n'êtes pas devenu un peu fou. On est tous devenus un peu fous. Hein, et il y a des gens qui sont… Et encore nous, moi je suis un bobo privilégié, mais tu vois, dans des bâtiments, tu vois, où tu entends les voisins, etc., je pense que ça devait être horrible, quoi. La violence conjugale a dû augmenter, ça devait être horrible. Voilà. Le premier confinement, c'est que vous savez que la mortalité a augmenté beaucoup dans les pays en développement, pas directement à cause du Covid, à cause de la famine, parce que la baisse d'activité a fait, en fait, a augmenté la famine dans les pays en développement. Et donc, c'est ça qu'on veut. C'est ça la décroissance, c'est ça qu'on veut. Et moi, je dis toujours à quelqu'un qui prône la décroissance, écoute, je te donne le choix entre aller chez un dentiste maintenant, tu vois, tu n'as pas un dentiste maintenant, il te met de l'anesthésie, c'est quand même assez sympa en gros, en moyenne. Et je te donne le choix entre ça ou aller en un dentiste de quand j'étais petit, tu vois. Là, c'était des grosses fraises, ça durait des heures, c'était horrible. Et moi, je te convertis n'importe quel économiste de la décroissance. Parce que la décroissance, c'est-à-dire que je refuse l'innovation. C'est la croissance des utiles qui nous importe. Ce n'est pas juste la croissance du PIB, c'est la croissance des utiles. Et ça, c'est l'innovation qui vous le donne. Donc la décroissance, ça veut dire que je n'y arrive plus. Je deviens l'Albanie de Hodja. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Et ben moi, je lui dis, mon coco, tu vas te soigner chez le dentiste à 50. Je te garantis
qu'il devient immédiatement, il n'est plus décroissance, quoi. Voilà. Donc, alors, en fait, pour le réchauffement climatique, et ça on en parle dans le chapitre 9, c'est que en fait, la solution, c'est l'innovation verte. Alors, l'innovation, c'est dans plein de choses, mais l'innovation verte, c'est trouver de nouvelles sources d'énergie, apprendre à économiser l'énergie. C'est aussi l'innovation dans nos comportements. Hein. C'est ça qui va nous en sortir. Et c'est le seul moyen. Et la question, c'est que le problème, et c'est ça qu'on parle dans le chapitre 9, c'est que les entreprises qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé, elles tendent à innover encore dans des technologies polluantes dans le futur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de dépendance au sentier. En anglais, path dependence. Et à nouveau, on retourne la contradiction. C'est que les entreprises existantes, elles veulent toujours garder leurs habitudes, elles ne veulent jamais changer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a une première solution, c'est la destruction créatrice, parce que, évidemment, les nouvelles entreprises n'ont pas le problème, elles sont nouvelles. Donc, la destruction créatrice est déjà une solution. D'accord? Parce qu'elles n'ont pas le hier, tu comprends? D'accord? Et puis, il y a par ailleurs l'État qui a des instruments. Alors, un, c'est la taxe carbone. Alors, il y a beaucoup de mes collègues qui sont là, c'est très important la taxe carbone. J'ai certains collègues qui sacralisent la taxe carbone, ils pensent que c'est simple. Mais c'est comme la retraite à points, c'est une fausse simplicité. Derrière la simplicité de la taxe carbone se cache une énorme complexité, on l'a vu avec les gilets jaunes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas le choix que prendre leur voiture, on l'a vu. Donc, il y a une énorme hétérogénéité de revenus. Et puis, les gens qui ont de l'argent, ils payent la taxe carbone sans problème. Ceux qui sont à un sou près, pour eux, c'est un drame, la taxe carbone. Pour ceux qui ont des transports aisés, publics, c'est très bien. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est un drame. Donc, il y a hétérogénéité des situations en termes de revenus et hétérogénéité des situations géographiques. Et là, évidemment, on a notre collègue géographe qui est là, qui va vous expliquer en quoi. Voilà. Et donc, en fait, derrière la simplicité de la taxe carbone, il y a une usine à gaz qui est qu'il faut compenser les personnes qui sont plus ou moins vulnérables à une taxe carbone. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la taxe carbone, mais c'est affreusement compliqué de faire de la taxe carbone, d'une manière qui ne vous mette pas tout le monde dans la rue, d'accord? C'est ça qu'on a appris. Donc, vous voyez, il faut se méfier. Donc, on voit que les choses sont simples, et bien, elles ne sont pas simples du tout. On croit que c'est pas, ouais, la taxe carbone, c'est facile, on va une taxe carbone. Ben, tu as vu il y a 3 ans. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est très, en fait, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la taxe carbone. C'est un instrument très puissant, mais il faut le faire intelligemment. Voilà. Donc, un instrument, c'est la taxe carbone, qui évidemment va réorienter l'innovation des entreprises vers les technologies propres. Ça, c'est vrai. La taxe carbone est un instrument qui réoriente l'innovation des entreprises vers les technologies. Mais ce n'est pas le seul. La subvention à l'innovation verte est également un instrument. Et la politique industrielle verte est un instrument. Il faut que sachez qu'en France, d'ailleurs, voilà encore une idée de reçue incroyable, c'est de voir des économistes de l'environnement pour être contre le nucléaire, il faut être fou. La France, elle contribue à moins de 0,8%. Elle est à 0,8% la France, qui est la 6e puissance mondiale. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi, parce que, bon, bref, comment on y arrive, mais bon, il y a quelques personnes qui travaillent beaucoup, mais beaucoup travaillent pas beaucoup. Bon, comment on arrive à être la 6e puissance mondiale? Mais comment on arrive à ça? Avec 6e puissance mondiale, on contribue pour 0,8% des émissions de CO2. C'est rien, 0,8% des émissions de CO2 mondiales. 0,8%. 0,8%, c'est rien du tout. Et ça, c'est grâce au nucléaire. Et l'Allemagne qui a abandonné le nucléaire, qui a décidé d'abandonner le nucléaire maintenant, pour 2022, elle a augmenté ses émissions de CO2. Nous, on a réussi à avoir une croissance de 1,5 par an, hors Covid, en réduisant nos émissions de CO2. Et c'est grâce au nucléaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire du tout nucléaire, mais je dis que pour le moment, on en aura besoin. Et surtout, si on veut se réindustrialiser, passer d'un secteur manufacturier qui est pour 10% du PIB à 12%, on aura encore plus besoin à court terme du nucléaire pour le faire. Mais il faut en même temps, évidemment, investir dans les nouvelles sources d'énergie, la fusion nucléaire, l'hydrogène, le photovoltaïque, etc. Bien sûr. Et là, on parle dans le chapitre 9 des énergies intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a le nucléaire qui est l'énergie intermédiaire, ou le gaz ou d'autres, et puis comment tu gères ça tout en investissant dans des sources d'énergie plus nouvelles et plus satisfaisantes. Voilà, donc ça, c'est tout ça. Et alors, ce qui est très intéressant sur le vert, c'est qu'il y a le rôle de l'État pour rediriger le changement technique des entreprises, mais il y a le rôle de la société civile. Les consommateurs, maintenant, commencent à regarder le contenu CO2 de la production et des inputs de différentes entreprises. Il y a ce qu'on appelle Bicorp. Vous avez entendu parler de Bicorp? C'est un truc formidable. Les entreprises, maintenant, vont ou ne vont pas sur Bicorp.
elles sont analysées et on voit est-ce qu'elles qualifient ou elles ne qualifient pas. Et maintenant, il y a des consommateurs qui disent, moi, je vais consommer dans une entreprise Bicorp. Alors, on montre que dans un environnement où tu as des consommateurs comme ça, la concurrence t'aide beaucoup. Parce que, évidemment, si tu es dans un environnement où il y a une seule entreprise et que, même si elle est polluante, ben, qu'est-ce que tu veux, voilà, vous n'aimez pas ma pollution, mais vous êtes obligé d'acheter chez moi. Tandis que s'il y a Clément et moi qui produisons, eh bien, si moi, je continue à faire des biens qui ne sont pas Bicorp, eh bien, Clément, il dit, moi, je suis Bicorp, venez chez moi. Et la concurrence vous aide. Et donc, on montre que la combinaison entre investir dans l'éducation des consommateurs, tu vois, augmenter la préférence pour l'environnement des consommateurs, d'autant qu'elle a été réduite dans les 10-15 dernières années, et augmenter la concurrence, d'autant qu'elle a augmenté depuis 15 ans, ça, la combinaison de ça équivaut à une augmentation de 17% de la taxe carbone. Tu vois, c'est quand même formidable. C'est un autre outil. Tu vois, tu fais éducation des consommateurs avec concurrence. Et bien, ça, c'est autant que 17% d'augmentation de la taxe carbone. Je crois que c'était combien l'augmentation de taxe carbone il y a 3 ans qui avait mis tout le monde dans la rue? 5 ou 6%. C'est beaucoup moins que 17%. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'outils. Donc, il y a l'État qui a la taxe carbone, la politique industrielle, la subvention verte, mais tu as également la société civile, les consommateurs, notamment, qui jouent un rôle très important. Et c'est un levier très important. Et donc, le triangle entreprise qui innove, État, société civile, ce triangle-là, qui est très important pour la croissance verte. Donc, voilà, il faut mobiliser ce triangle-là.